Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Denis Chatin, je suis de l'Espace Numérique Entreprise, qui est une structure associative qui a été créée en 2003, qui a été créée par la Chambre de commerce, la Chambre de métier, la CGPME, le MEDEF, qui est située à Lyon et qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans le domaine du numérique. Quand on a créé le NE, on parlait de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous voyez, les noms changent, mais le succès de ce domaine-là fait qu'on existe encore et c'est très bien, on est là pour vous aider. Il y a beaucoup de demandes. Alors, le but aujourd'hui, c'est de parler de transition numérique. Alors, on est dans un milieu où il y a beaucoup de mots, parfois des mots qui sont en fait compris par certaines personnes d'une manière différente. Alors, est-ce que c'est un buzzword? On peut se poser la question quand on est un dirigeant d'entreprise, parce qu'on a plein de sujets dont on doit s'occuper. Donc voilà, est-ce qu'il faut y aller? Aujourd'hui, vous allez voir plein de technologies, plein de gens pour vous accompagner. Et l'objectif de cette présentation, ça va être de vous convaincre peut-être qu'il faut y aller. Donc on constate quand même une lame de fond de la transformation digitale de l'économie. Ceux qui ont un peu plus d'historique, c'est le tourisme. Très rapidement, on a eu des plateformes qui sont venues se mettre en intermédiaire. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi récemment, mais ce matin, Orange n'a plus le droit de distribuer les offres de télévision de TF1. Donc vos box doivent être complètement noires sur le numéro 1. Ça bouleverse aussi beaucoup ce domaine avec l'arrivée d'une consommation vraiment différente. Vous voyez Netflix, où avant on regardait des heures très précises la télévision, Netflix ou le replay, change complètement la consommation et vient casser un domaine. Et ça arrive avec le numérique. Donc les modèles économiques avec de la publicité, tout ça, ça veut dire que tous ces secteurs-là sont en train de se chercher. On achète du foot quand on fait des télécoms. Pourquoi? Parce que c'est seulement ce genre de support qu'on va avoir envie de regarder en direct. Et on va utiliser des sports où il y a effectivement de l'économie derrière. Donc on retrouve le foot, peut-être le rugby, peut-être la course automobile, des choses comme ça. Et des choses complètement aberrantes au niveau des coûts d'acquisition des droits de diffusion. De plus en plus, dans le service aussi, la banque de détail, la mienne, je n'ai pas mon téléphone ici, il est dans mon téléphone, la banque de détail, je vais rarement dans ma banque. Donc ça veut dire que c'est une reconfiguration complète aussi des façons de pratiquer. C'est aussi du traitement pour eux de la donnée différente. Et puis moins de contact avec le client, donc il va falloir quand même le conserver, parce qu'il y a de la concurrence. C'est d'autant plus, avec la législation souvent qui change, facile de changer de banque. Donc vraiment des changements de comportement du consommateur et du coup un impact très direct amené par plein de choses, la téléphonie ou des choses comme ça. La distribution, quand on voit l'impact du e-commerce, alors au début c'est pour le petit commerce, mais vous avez vu que maintenant Carrefour est dans une certaine difficulté avec l'arrivée de gros acteurs qui ont des méthodes fracassantes. On parle d'Amazon, mais vous avez un chinois aussi qui est à peu près équivalent, dont on entend moins parler. Et effectivement, une révolution sur le comportement aussi des gens en termes de consommation qui fait que le numérique facilitant l'accès, c'est des choses qu'on a dans sa poche, va vraiment changer un marché. Et puis petit à petit, on a d'autres domaines, on va avoir le service avec des plateformes d'intermédiation, etc. Et on l'a vu sur des secteurs qui étaient pourtant très réglementés, avec les taxis, avec l'arrivée d'Uber qui vient casser le marché. Plus récemment, on a vu aussi un truc qui n'était pas du tout fait pour ça, le Bon Coin qui se met à proposer des choses sur l'emploi. Et tout d'un coup, sur votre marché, vous avez des choses qui arrivent. Et tout ça, c'est quand même très amené par le numérique. Alors, quand on est un dirigeant d'entreprise, on ne peut pas forcément se préoccuper de tout. Mais est-ce qu'on peut rester encore sur le quai alors que le train est en train de passer? C'est les questions qu'il faut se passer parce que ça va très vite. On a aussi quelque chose qui est très particulier, c'est que on est dans des cycles de vie qui sont très courts. On a l'habitude dans l'industrie, par exemple, d'acheter une machine, elle va durer 10, 20, 30 ans, peut-être, parfois plus même. Là, on est sur des cycles de vie qui sont très courts, des habitudes qui changent très vite, et on verra des choses par rapport à ça. Donc, l'idée pour lancer le débat, parce qu'après, je vais faire venir sur la scène des personnes qui vont faire leur retour d'expérience, et c'est pour alimenter cette partie-là. Quelques grandes tendances autour du numérique. Alors c'est clair que le web, ça a été vraiment une ouverture. Pourquoi? Parce que l'information, elle est sur le web. Donc là, on est arrivé, première génération, le monde des moteurs de recherche, avec l'arrivée d'un leader qui s'appelle Google. Malheureusement, en France, c'est le leader de la recherche, qui est quelque chose qu'il faut encore regarder, parce que c'est réellement un outil qu'il va falloir maîtriser pour gérer du trafic. C'est le premier. C'est vraiment le premier support où on va chercher l'information.
Ce sont des choses qui évoluent énormément dans ce domaine-là, puisqu'on est passé de pages web à des contenus à valeur ajoutée, avec des vidéos, des modes de classement qui sont vraiment différents, en essayant de reproduire la recherche humaine. Et ça devient de plus en plus pointu. Plus on est dans un secteur concurrentiel, plus ça devient complexe. En particulier le e-commerce, où il va falloir maîtriser tous ces domaines-là. Et c'est vraiment des nouveaux métiers dans les entreprises. Dans les ruptures aussi qu'on a eues par rapport au web, j'ai fait une intervention assez sympathique, je vais dire, c'était à l'île de la Réunion, et les gens me disaient, mais dès qu'on a eu le web, on s'est rendu compte des vrais prix des produits, parce qu'avant on ne se rendait pas compte. Ça veut dire que c'est la transparence des marchés. Des choses qui n'étaient pas totalement visibles avant le deviennent par ce biais-là. Donc, dans une entreprise, moi, mon produit, mon service, j'aimerais qu'il soit visible. Donc ça veut dire qu'il va falloir intégrer ces nouvelles compétences dans la communication. Et on est très proche du process commercial. Le web est entre guillemets un très bon prospecteur pour vous. La seule partie différente, c'est que vous mettez des informations et vous attendez que les gens viennent. Par contre, le jour où la personne cherche, eh bien, elle va venir sur votre site, transformer, ça va devenir un lead, une vente, etc. Il faut réfléchir aux moyens qu'il aurait fallu mettre pour aller la chercher en France, à l'autre bout de la France, à l'instant T quand elle a un besoin. C'est vraiment un outil extraordinaire de ce côté-là, et ça change les pratiques commerciales jusqu'au e-commerce, bien entendu. Un autre phénomène qui est arrivé dans les années après 2000-2006 à peu près, c'est l'arrivée de la mobilité. Alors la mobilité, c'est que vous avez dans votre poche un ordinateur, et on se rend compte, je vous ai mis des stats là qui sont assez intéressantes, on se rend compte que les gens sont d'abord parfois plus à l'aise avec leur téléphone portable que sur un ordinateur, parce que l'accès de la mobilité était fait avec le concept de l'iPhone, où une appli, une fonction, des choses relativement simples, une ergonomie basique, pas des menus dans tous les sens. Et donc aussi un comportement qui est assez spécial, c'est que c'est un terminal qui va démarrer très très vite, et c'est la première chose qu'on va utiliser pour aller sur Internet. Et en plus, il vous suit, donc cette notion de mobilité est vraiment très importante. Et on voit aussi un nouveau phénomène là, avec le Black Friday, je pense que vous avez vu ça au mois de décembre, où en fait les terminaux mobiles chez Amazon, c'est devenu le premier terminal pour acheter en fait. Donc vraiment des comportements qui sont vraiment différents aussi à partir de la mobilité. Le mobile, on va l'utiliser dans le magasin, il va nous servir pour accéder à Internet, qu'on soit en situation de mobilité ou dans son canapé. Donc vraiment un dispositif intéressant. D'une manière générale, mais ça touche toutes les entreprises, la numérisation des échanges. Alors on le fait un peu plus dans la douleur, c'est moins sympathique de gérer un programme dans ce domaine-là, parce que c'est souvent de la compta, de l'échange de données informatisées, des choses comme ça. Et là, on va se retrouver avec des projets où de toute manière, il va falloir y aller, parce que tout va se numériser, les factures numériques, les choses comme ça. Et on essaye de faire des systèmes qu'on appelle sans couture, avec l'idée de pouvoir, une information saisie quelque part, va faire tout le parcours, dans tout le cycle, de manière à ne pas la ressaisir. Numérisation des échanges, ça veut dire aussi data, exploitation des données, donc des choses qui peut-être demain seront intéressantes. On voit beaucoup d'expérimentations avec la recherche, l'intelligence artificielle, du traitement de big data, etc. Donc tout ça, c'est aussi associé à ces choses-là. Alors les médias sociaux, une autre génération qui est arrivée après le moteur de recherche. Alors que vous dire, bah ouais, il y en a de partout, ils sont un peu spécialisés, il y a des acteurs un peu incontournables. Ce qu'il faut voir, c'est la valeur de l'information. Donc le big data que j'ai cité avant, quand vous voyez que LinkedIn a été racheté par Microsoft et qu'ils ont payé à peu près le compte utilisateur, c'est-à-dire votre compte que vous avez sur LinkedIn, 40 €. Ça veut dire que l'information est quand même très intéressante pour eux. Et là, effectivement, quand on voit ça, est-ce qu'il faut le mettre dans ma stratégie de communication? Comment je peux l'utiliser dans mon entreprise? Eh bien, ça fait poser des questions. Et souvent, dans ces métiers-là ou dans ces technologies-là, il faut essayer pour voir. Donc, il faut oser. Donc, pour oser, il faut sauter dans l'eau, essayer de nager. Et ça fait partie des choses qu'on accompagne aussi à l'ENE, en sachant qu'il y a quand même quelques bonnes pratiques qu'il faut connaître. Voilà. On pourra en parler, je pense, tout à l'heure avec les témoignages d'entreprise. Autre phénomène très fort, c'est à la fois le client est très informé, mais avant, il avait peu de poids. Maintenant, il a le poids de la notoriété et de la réputation. Si on regarde quelques chiffres, un internaute sur 2 déclare consulter les avis en ligne avant les achats. Je pense que rares sont ceux qui ne font pas ça. Et après, ce qui est plus important, c'est le deuxième chiffre, c'est 74% des internautes ou des gens qui utilisent Internet ont renoncé à un achat
parce que le commentaire, il y avait des avis négatifs. On le voit dans l'hôtellerie, enfin je veux dire, si vous voyez un hôtel avec plein de critiques, dans la restauration c'est très fort, mais c'est aussi dans beaucoup de produits, et donc il faut suivre aussi sa réputation. C'est des choses qui sont un peu nouvelles dans les entreprises, parce qu'on n'a pas forcément une marque, on fait un service. Néanmoins, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas satisfait de la prestation. Donc s'il n'est pas satisfait, comment je dois agir, etc. Ce sont des nouvelles façons de traiter ces données, de réagir par rapport à un client. En général, on est dans la négociation commerciale, donc essayer d'arranger la chose. Donc ça, c'est des nouveaux métiers aussi qui vont devenir très importants dans les entreprises. Bon voilà, alors quand j'ai parlé de tout ça, le numérique, il y a des fois on peut se poser la question, est-ce que c'est uniquement de la technologie? Parce que là on voit beaucoup de technologie, voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les robots, etc. Ou est-ce que ça doit vraiment servir les utilisateurs qui peuvent être internes ou externes? Et souvent on parle de technique, mais bien souvent la difficulté qu'on voit nous dans les entreprises, c'est qu'on a un peu oublié le côté organisation. On veut faire du e-commerce, mais on a oublié que c'était quand même des données qu'il fallait organiser, etc. Et puis il y a un volet humain qui, à mon avis, est souvent très très négligé. Alors, c'est un sujet intéressant, et donc pour débattre de ce sujet, je pensais que c'était intéressant qu'il y ait des retours d'expérience d'entreprise. Donc je demande à M. Soubagnier de nous rejoindre. Voilà. Monsieur Méjassol aussi. Et puis Madame Pigné. Voilà. Alors, on va se mettre dans un truc un peu plus sympathique. Voilà. Ce que je vous propose déjà, c'est, afin que les personnes qui sont dans la salle puissent savoir qui vous êtes, je retourne un petit coup sur mon ordinateur pour appuyer sur le clavier. Voilà. Alors, on va commencer par vous. Hop, excusez-moi. GVGM, Monsieur Soubagnier. Je vais peut-être vous laisser prendre le micro, présenter votre activité déjà dans un premier temps, votre entreprise. Bonjour à tous, donc je suis expert comptable, on est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Roanne. On a différents sites et on emploie 80 collaborateurs. D'accord. Pour continuer, je retourne faire ma petite manip, excusez-moi. L'idée, c'est de parler aussi des collectivités. Donc, ah, pardon, Géparo, excusez-moi. Voilà. Oui, donc bonjour, Amandine Pigné. Je suis employée par le Géparo, qui est un groupement d'employeurs du pays rouennais. Pour ma part, je suis community manager, donc on va dans des entreprises s'occuper de la partie digitale, réseaux sociaux et parfois un peu plus large. Donc on pourra aborder mon sujet qui me préoccupait, de la réputation, des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut en faire, parce qu'effectivement c'est des questions importantes pour les entreprises. Elles voient ce nouveau support, elles ne savent pas forcément comment l'utiliser. Et je crois que vous travaillez pour votre voisin. Oui, GVGM Voilà. est un des adhérents du Géparo et donc une des entreprises chez qui je suis une fois par semaine. Donc je pense qu'on pourra aborder la partie pourquoi vous ne le faites pas tout seul. Voilà. Donc pour finir, je retourne à mon clavier. Donc Frédéric Méjassol, je suis directeur de la transition numérique, donc je fais partie de Rouennais Agglomération. Par contre, le service, la direction que je pilote, intervient pour 7 collectivités. Et une mission qu'ils m'ont confiée, c'est de les accompagner dans la transition numérique. C'est comment on arrive à développer des services à la fois pour nos citoyens et à la fois pour les services, pour justement faire rentrer plus le numérique dans nos activités, dans la relation qu'on peut avoir avec le territoire. Alors c'est pas simplement une collectivité, mais c'est un groupement de 7 Voilà, collectivités. c'est-à-dire que vous travaillez pour finalement plusieurs structures. Structure, c'est principalement les communes qui sont autour de Roanne, les communes principales autour de Roanne. Voilà. D'accord. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la transition numérique. Mais alors souvent on parle de transformation numérique, transformation, transition. Pour vous, c'est quoi la différence ? Alors, moi, j'ai pas trouvé de définition entre les deux. Sincèrement, quand je fais une métaphore, c'est une métaphore que j'ai lue dans la presse, je vous la ressors, dans la préparation, on l'avait évoqué. J'ai lu dans la presse qu'il y a eu une transition, une transformation de notre monde au moment du passage de la calligraphie à l'imprimerie. Oui. En fait, les métiers ont évolué, ça a été vu pendant le plateau précédent.
Les métiers ont évolué, se sont transformés, donc il y a bien une transformation de la société. Par contre, il faut bien accompagner cette transition. Donc c'est bien les deux pour moi. On est dans une transformation de notre société sur laquelle nous, on doit se remettre en cause sur nos modes de fonctionnement, à la fois avec les citoyens, avec les entreprises, etc. Donc c'est les deux. D'accord. Pas... Alors, et pour vous, dans votre entreprise comptable, on est plutôt dans quelque chose de relativement, qui me semble un peu stable, à part que la législation change souvent, mais le métier n'a pas beaucoup changé peut-être. Alors, ce que vous dites est vrai, on est entouré de règles et d'un carcan législatif. Toutefois, dans nos métiers qui ont été stables pendant très longtemps, on note là une accélération sur l'utilisation des données et puis le rôle d'entreprises comme les nôtres, où on est devenu des agrégateurs finalement de data que l'on redispatche à la fois à nos clients et puis aux administrations. Donc en fait, il y a eu un phénomène, on a toujours été informatisé, mais il y a un phénomène aujourd'hui de bouleversement, de plateformes qui naissent et une réelle accélération sur ces sujets-là. Donc accélération, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été un déclencheur. Alors pour vous, quel a été le déclencheur d'une démarche de numérisation qui sortait de votre champ, de votre métier peut-être éventuellement ? Oui, alors on était un cabinet traditionnel, finalement peu présent sur le web, pas présent sur les réseaux sociaux, du fait également de règles déontologiques qui nous interdisaient, pour faire simple, qui nous interdisaient la publicité. Et on était finalement assez satisfait de ce statu quo qui nous permettait de ne pas nous remettre en question presque. Et ces barrières-là sont tombées progressivement du fait de réglementations notamment européennes pour introduire plus de concurrence dans nos métiers. Et de ce fait-là, un cabinet de notre taille se devait de faire sa mue et d'aller vers le numérique. Donc en commençant, alors dans notre cas, on a commencé par s'attaquer à rajeunir et à avoir un site internet digne de ce nom. D'accord. Une partie communication qui n'avait été pas forcément très développée de par la législation ou les habitudes du métier. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'était confortable. Donc une nouvelle, on verra tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que Madame travaille avec vous, c'est que justement c'était une compétence que vous n'aviez pas forcément développée. Tout à fait. Donc on s'était essayé à refaire notre site internet, on s'était essayé à faire des newsletters et puis on s'y tenait 1 mois, 2 mois, mais c'était pas productif et le résultat était absolument pas satisfaisant. Donc on s'est tourné vers notamment le GEPARO pour pouvoir bénéficier de. On pourra apporter des informations complémentaires tout à l'heure. Par contre, pour vous, alors vous touchez finalement des clients qui sont un peu du grand public. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclencheur ? Parce que souvent on a des obligations. Là en ce moment on a quelque chose, ça s'appelle la RGPD. Alors tout d'un coup on a un projet qui arrive. Est-ce que vous, il y a eu à la fois peut-être des changements d'environnement ou des clients qui vous disaient moi j'aurais voulu avoir quelque chose. Client, c'est pas client, hein, parce qu'on dit peut-être pas client chez vous. Citoyens qui ont insisté pour avoir des services, ou est-ce que c'est les élus ? Comment ça s'est passé en fait ? Qu'est-ce qui a déclenché les projets ? C'est un concours de plusieurs, je pense, phénomènes. Un des premiers, par exemple, c'est les obligations réglementaires. Effectivement, ça a commencé par le champ comptable où il y a de plus en plus d'obligations, justement, de dématérialisation, de transfert à l'administration, de manière dématérialisée à l'administration, à l'État, au service de l'État. De manière dématérialisée les informations comptables. Donc ça a commencé par cette chaîne-là. Au final, voilà, on transmet. On a eu aussi, dans certains domaines, quand on apporte des services à nos citoyens, la nécessité de pouvoir nos horaires d'ouverture, les questions d'ouverture au public. On pose des questions et comment à un moment donné on peut permettre à nos citoyens de, je sais pas moi, de réserver par exemple une place de théâtre, d'inscrire leurs enfants à la cantine scolaire en dehors des heures d'ouverture des administrations. C'est ouvrir la plage. Donc on a eu ce genre de demande de nos citoyens. Donc c'est bien la conjonction, moi je pense, des deux, à la fois d'une obligation réglementaire qui vient des services de l'État sur certains volets, et puis de l'autre côté la demande des citoyens pour plus de flexibilité en fait dans la relation qu'ils peuvent avoir avec nous. Et vous, pour vos clients, en fait, il y avait une demande, pas de demande Si, pour ce qui concerne notre métier, il y a une demande des clients qui rejoint un petit peu ce que vous avez décrit sur la mobilité en fait.
Donc nos clients souhaitent accéder à leurs données et donc leurs données comptables, les chiffres économiques de leur activité. Donc on a une sorte de plateforme qui leur permet de consulter les documents, voilà, les télécharger. Voilà. Okay. Pour sentir un peu, donc vous avez travaillé sur votre site web, peut-être cette plateforme. Comment vous avez géré ce projet-là? Est-ce que vous avez défini des priorités? Alors pour vous, il n'y avait peut-être pas beaucoup de projets, mais pour une collectivité, ça va peut-être de la piscine en passant par plein de choses. Comment on priorise? Parce que tout ça, ça a des coûts derrière. Donc est-ce que vous avez un tableau qui va bien et comment vous arrivez aussi à justifier que ce projet-là n'est pas pris en compte? Alors effectivement, tout l'enjeu chez nous dans les collectivités, et surtout quand on est pour cette collectivité, tout l'enjeu c'est d'arriver à trouver des priorités d'action. Donc ça a été un travail qu'on a mené. On a déjà fait des opérations de dématérialisation, mais c'était entre guillemets à la demande. Une opération particulière dans un domaine où on a dématérialisé, utilisé des nouveaux outils numériques. Par contre, là, on a fait une opération dans l'année 2017 où on a rassemblé tous les services. On leur a demandé quelles étaient leurs visions en termes de numérique. On a demandé aux élus, on a demandé à des agents de terrain comment ils voyaient les choses. Et au final, on est ressorti avec un catalogue de plus de 160 projets. Oui, avec, je ne vous cache pas, une enveloppe financière, parce que derrière, forcément, il faut des services, on a des prestataires qu'il faut faire intervenir, on a des organisations à modifier. On ne pouvait pas tout faire. Donc en fait, on a défini des priorités. Alors les priorités, il y en a, on va les évoquer, je pense, tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui coûte pas cher et qui rapporte tout de suite, entre guillemets, dans notre relation avec les citoyens. Donc commencer à montrer qu'on s'engage dans une voie de la dématérialisation, de la relation, d'une relation différente. Et rapidement, sans forcément faire des gains, des coûts financiers ou de l'engagement humain trop important. Ce qu'on appelle les quick wins, c'est ça. Donc une démarche où en fait, ça montre la démarche, on va vite voir quelque chose qu'on retrouve un peu dans les méthodes agiles ou des choses comme ça, on va vite aller voir l'utilisateur pour lui montrer que ça avance. Les méthodes anciennes, c'était on rentrait dans un tunnel, puis 6 mois après, on vous livrait un truc qui ne correspondait pas. Là, on n'est vraiment plus dans le même genre de gestion de projet. Alors juste pour vous donner un ou deux exemples, les projets qui... Alors tout n'est pas démarré, hein, on a juste des petits bouts. Typiquement, on se rend compte qu'on a besoin de prévenir de plus en plus rapidement les citoyens d'un dysfonctionnement ou d'un nouveau service. Et donc, par exemple, arriver à les contacter par SMS, il y a plein de sociétés qui le font. C'est comment, à un moment donné, on peut envoyer l'information plutôt que les inciter à aller sur un site web ou de venir passer au guichet pour avoir l'information. Donc ça, c'est des choses, on se rend compte qu'en termes de rapidité de mise en œuvre, c'est rapide et l'investissement n'est pas trop important. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre tout de suite en place. Par contre, ça nous demande aussi à repenser nos organisations parce qu'on n'a peut-être pas les coordonnées, c'est peut-être pas le mode de relation qu'on avait jusqu'à maintenant en demandant ce genre d'informations aux citoyens qui venaient à nos guichets. Donc finalement, c'est un peu des usages parfois grand public. Le produit est arrivé, vous recevez un SMS que vous essayez de reproduire, mais sur de la prestation de services de collectivité. Tout à fait, c'est ça. Et effectivement, on est dans le service client, enfin même si ça ne s'appelle pas des clients quelque part. Une rue barrée pour cause de travaux, un accident sur une voie qui impose au transport scolaire de se déplacer, donc avec un retard sur la ligne de transport scolaire pour que les parents puissent récupérer leurs enfants avec le temps de décalage et qui ne s'inquiètent pas. Voilà ce genre de service très pragmatique par rapport... voilà, les deux premiers, par exemple, sont déjà évoqués par les chefs de service concernés. D'accord. Donc là, on est des choses opérationnelles. Pour vous, en fait, où la communication, si j'ai bien compris, c'était pas quelque chose où vous vous sentiez obligé d'aller complètement, c'est une révolution? Oui. Et puis, et nous, on a attaqué ce chantier donc, sur un mode gestion de projet, mais comme on est une petite PME, ça a été assez facile à mener et on n'avait pas une multitude de projets à la différence. Donc voilà, et après on a utilisé des outils de gestion de projet où on se fixait des objectifs, des to-do à remplir et on s'est appuyé sur Amandine et les services du GEPARO, donc d'une community manager, puisque tous ces domaines n'étaient absolument pas dans nos gènes. Et qu'il fallait arrêter de se mentir en pensant qu'on était capable de le faire tout seul dans notre coin. Voilà. D'accord. Donc, à quel moment vous avez passé la main? Comment vous travaillez avec quelqu'un qui est extérieur? Parce que c'est quelque chose qui est... On a l'impression de perdre un peu la maîtrise? Oui,
mais on a pris cette décision aussi parce que le système du groupement d'employeurs est un très bon système. Beaucoup de PME ne vont pas consacrer un mi-temps ou un plein temps pour avoir une community manager. Par contre, le principe de l'avoir à temps partagé est un bon système. Donc en fait, on a rencontré le GEPARO, on a défini notre besoin, on a quantifié qu'on pouvait employer une personne à raison d'1 jour par semaine. Et puis après, on a lancé le recrutement. Et comme les missions étaient clairement définies, le poste d'Amandine était donc clairement défini. Elle a pu être recrutée. Et on a bénéficié donc de quelqu'un de compétent sur le système qu'on a partagé avec d'autres entreprises qui se sont également montrées satisfaites. Donc pour vous, en fait, on est vraiment dans ces nouveaux modes de fonctionnement où finalement on peut avoir plusieurs employeurs, peut-être faire des missions vraiment très différentes. Alors, comment vous gérez ça, quoi, quelque part? Vous avez des gens qui sont peut-être dans des secteurs professionnels, d'autres sur du grand public. Ça doit être la révolution dans votre tête tous les jours pour changer comme ça, vous changez de casquette Alors, changer de casquette, oui, un petit peu. Et puis, chaque entreprise a ses propres objectifs. Après, c'est pas si compliqué que ça. Il y a toujours une phase dans mon travail où quand je vais chez un adhérent, il y a une phase de prospection, enfin en tout cas de prise de connaissance. Donc on voit un peu ce qui s'y fait, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et puis après, on voit en fonction des dossiers quelle mission on peut mettre en place, quel objectif on peut se fixer, objectif réalisable. Pour le cas de GVGM, ça va faire 2 ans qu'au mois de juillet que j'y suis une journée par semaine. Et en arrivant en amont du projet, c'est-à-dire là le projet de changement de site et de nouvelles chartes graphiques avait mûri dans la tête des associés de GVGM, mais on était encore au début du lancement. Et c'est l'idéal en fait de faire appel à quelqu'un comme un community manager comme moi en amont du projet. Oui, bien sûr. Pour pouvoir suivre intégrer directement cet outil-là, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de parler, on n'a pas les mêmes façons d'agir que quelqu'un qui serait pas habitué à ces outils. C'est ça. Et la problématique qu'on rencontre aussi parfois, c'est que les adhérents font appel au GEPARO un peu démunis, comme M. Soubaniel disait, en disant c'est pas notre métier, on ne sait pas de quoi on parle. Ils ont essayé de faire par eux-mêmes, sauf que ça arrive malheureusement parfois que on arrive un peu trop tard. Oui, bien sûr, si le projet est trop lancé, il y a des fois on n'a pas les bons outils, la structuration de l'information n'est pas bonne, etc. C'est ça. Ok. Et par contre, alors, ce qui est intéressant, c'est dans votre métier, on a une façon de parler, peut-être. Le client parle différemment. Est-ce que vous servez un peu de médiateur, justement, dans cette partie-là? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que... Médiatrice, médiateur. Oui, beaucoup. Et puis, vous le disiez, le monde du digital est un monde qui évolue en permanence. Et on a de plus en plus de solutions qui sont proposées sur le marché. Toute solution ne convient pas à chaque entreprise ou chaque PME, et chacun son propre dialecte et chacun sa manière de fonctionner. Et effectivement, il y a cet aspect médiation, presque traduction, entre les deux entités, où on a d'un côté les agences web ou autres agences de communication de manière générale qui vont proposer un produit en particulier. Et après, il y a le côté technique au niveau de l'entreprise qui, elle, a son propre langage, ses propres exigences de terrain et qui connaît son métier. Et puis, il y a moi au milieu qui essaie de faire la médiation et de faire le tri un peu dans ce qu'on propose, ce dont on a vraiment besoin, ce qu'on peut mettre en place concrètement sur le terrain, parce qu'il y a aussi cette notion d'objectif. Moi, dans la transition digitale, je la vois comme quelque chose d'effectivement indéniable et nécessaire. En revanche, elle doit être mesurée. Oui, tout à fait. C'est l'avantage du web, c'est qu'on peut tout mesurer. Voilà. Oui, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que pour moi, le métier de community manager, c'était, j'assimilais ça un petit peu à quelque chose de quasi un peu artistique, et ça me paraissait un peu flou. Et je m'aperçois à l'usage qu'en fait, Amandine, elle a ses indicateurs de performance et qui sont en réalité très précis et qui sont motivants pour elle parce qu'ils lui permettent de juger de la progression, de la qualité de ce qu'elle met en place. Et ça, c'était vraiment une découverte. Ça. Est-ce que de prendre quelqu'un à l'extérieur que vous ne verriez pas aussi régulièrement aurait été aussi efficace? On peut se poser la question parce qu'effectivement, là, je pense que ça fait un binôme et puis que vous arrivez régulièrement et que du coup, il y a une confiance, mais vous voyez vraiment son travail avec les retours.
Peut-être qu'un prestataire extérieur qu'on voit une fois par mois, on n'aurait pas le même genre de relation. Je pense qu'on n'aurait pas le même genre de relation. Pour autant, si on doit analyser la chose un petit peu juridiquement, on peut considérer que le GEPARO est un intervenant extérieur, hein, Oui. mais qui est tellement implanté dans l'entreprise qui se font avec nos équipes. Et voilà. Mais en même temps, on a cette relation, malgré tout, de prestataire à fournisseur quand même, quoi. Donc, ce qui permet d'avancer très, très vite, quoi. Vous avez quelque chose à dire, je vous en prie. Il y a une notion qui est très importante dans mon métier, le community management, c'est l'humain. L'usage on en parlait, hein, c'est pas tout de mettre en place un outil, mais encore faut-il que l'humain se l'approprie. Et pour moi, c'est très 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 important d'être au sein de mes entreprises parce que j'ai mes collègues qui vont utiliser l'outil et en travaillant à côté d'eux, ils vont me parler, parfois de manière informelle, mais je vais en apprendre beaucoup et ça va me permettre de rectifier le tir ou d'améliorer certaines choses. Et on travaille beaucoup, notamment avec Nicolas Soubani, mais tous mes adhérents là-dessus, sur le retour d'expérience de nos propres collaborateurs en interne. D'accord. Donc, qu'une agence web, agence de communication, avec la venue ou un suivi mensuel, c'est un peu plus délicat d'avoir ce suivi en interne direct auprès des collègues. Je comprends. Donc une forme nouvelle et intéressante. Alors pour vous, vous avez sûrement plein d'interlocuteurs parce que vous avez plein de projets. Donc comment vous gérez? Vous mettez en place des équipes de travail en allant chercher des informations sur le terrain auprès d'utilisateurs? Comment ça se passe? Alors, effectivement, avec la multitude de projets, on a besoin de se spécialiser et en fait, on s'est réorganisé. On a changé notre méthode de travail. Avant, on avait un service qui, chaque individu avait à la fois des compétences, on va dire strictement informatiques, et puis quelques compétences de gestion de projet. Donc là, on a changé notre organisation et on a identifié des vrais pilotes de projet, de l'accompagnement des services. Je parle d'accompagnement pour rebondir parce que je me rends compte que c'est à la fois l'outil numérique qui va changer, mais aussi les personnes des structures. Donc c'est comment à un moment donné on arrive à tisser ce dialogue entre guillemets monde du numérique qui ont l'habitude d'utiliser les outils et puis des professionnels métiers d'un domaine particulier. Tout à l'heure je parlais des transports scolaires. C'est par exemple comment on va arriver à organiser ce dialogue entre les deux. Donc on a identifié des chefs de projet, une personne qui vient du privé, qui vient nous apporter entre guillemets de la méthodologie sur comment travailler, et puis des collaborateurs qui ont cette sensibilité à la gestion de projet, de développer des projets numériques. Donc en fait, on aura 3 personnes pour l'ensemble de ces projets-là qu'on aura à notre disposition pour piloter. Oui, parce que la particularité de votre fonction, si j'ai bien compris, c'est que vous n'êtes pas rattaché vraiment à un service informatique. Non. Voilà. Non, moi je pilote le projet le référent numérique de la collectivité, où j'interviens à la fois certes dans les outils, comment on arrive à les mettre en œuvre, mais aussi dans l'organisation des entités, puisque on va changer. Il ne faut pas s'amuser, surtout pas. Et on a des expériences passées où on s'est amusé on ne s'est pas amusé, mais on a peut-être fait l'erreur entre guillemets de reproduire de manière numérique les méthodes papier ou les méthodes ancestrales sans se reposer la question de comment on peut travailler autrement, comment on peut rendre un meilleur service à nos citoyens et sans doute de manière différente. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Donc savoir ce qu'ils attendent, comment on peut répondre. Donc du coup, c'est penser notre réorganisation, se réinterroger réellement sur le fond des projets. C'est du pilotage de projet, hein, c'est pas que du numérique derrière, c'est un peu transversal. Un développement de service, oui. Alors là, on parle effectivement de changement. Quels sont les freins que vous avez ressentis? Alors, tous à votre niveau, peut-être des freins de compétences, des freins de gens qui n'ont pas envie de changer. Et comment on gère tout ça? La mauvaise question. J'ai le micro. La phrase que j'entends, on ne peut pas changer, on est une exception. On ne fait pas comme les autres. On ne fait pas comme les autres, on est particulier. Alors ça, je l'entends. Et donc, c'est juste pour caricaturer. Hein. Donc en fait, tout le travail, c'est mais en quoi, pourquoi, est-ce que vous avez bien identifié que vous pourriez faire, peut-être il y a cette piste-là. Donc il faut avoir une vision assez large de comment le service, à un moment donné, il peut être rendu ailleurs. D'où l'importance, par exemple, d'aller voir ce qui se fait à Dijon, à Chambéry, etc., d'aller voir d'autres. Donc, côté veille, même dans d'autres secteurs, peut-être. Dans d'autres secteurs, transposer des fois des expériences d'un secteur dans un autre, des expériences du privé dans nos collectivités. Typiquement, le SMS, ça vient de la SNCF. Du moins, il y en a qui développent au niveau de la SNCF, au niveau des grands groupes de l'eau, par exemple, Suez, voilà, ils développent ce genre de service.
Donc pourquoi à un moment donné, nous, On peut pas collectivités, s'approprier ça. voilà, la frontière entre guillemets sur le service qu'on est capable d'apporter entre le privé et le public, je pense qu'elle existe de moins en moins. Et l'un peut se nourrir de l'autre. Tout à fait. Donc le benchmark, moi j'appelle ça du benchmark. Le benchmark compte énormément. Donc après, si je peux vous poser la question à vous, je pense que ça peut être intéressant. Même si vous êtes des gros utilisateurs de systèmes informatiques, on va dire, ouais. est-ce que vous avez fait une démarche spécifique pour une acculturation à d'autres sujets, la mobilité, des choses comme ça? Est-ce que vous avez lancé une dynamique autour d'autres usages que les gens faisaient peut-être au niveau d'une vie personnelle, mais pas forcément dans l'entreprise, du partage d'expériences, des choses comme ça? Alors, on n'en est pas encore à cette phase-là, mais c'est une phase qu'on envisage d'aller vers des choses comme des forums pour mieux partager entre nous les expériences. Parce qu'un client va poser une question pertinente à Madame X. Un autre client va peut-être poser la même question à un autre collaborateur. Et donc, ce qu'on va chercher à faire dans une prochaine étape, c'est de trouver un petit peu un forum comme ça où on puisse échanger. Une espèce d'intranet d'échange de questions les plus souvent posées. Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un point. Ouais. Pour vous, effectivement, vous avez souvent ce côté... Alors, je vais partir dans les choses extrêmes, mais... vous devez avoir de la data, vous avez des gens qui vous appellent, etc. Toutes ces données-là, elles ne peuvent pas permettre de réfléchir à des nouveaux services auxquels, avec l'intelligence artificielle ou des choses comme ça, de la réponse automatique sur le site web ou des choses comme ça. Vous n'avez pas envisagé des choses de ce type-là pour amplifier le service de premier niveau, je dirais? Sincèrement, non. Pas de réponse automatique, entre guillemets. Les vraies questions qu'on se pose sur les données, c'est... Alors, on est des services publics, on a une part de données qu'on doit à nos citoyens. L'open data. L'open data, voilà. Donc on a des données, il faut qu'on arrive à identifier clairement dans tout ce qu'on manipule comme données, parce qu'on en manipule déjà beaucoup de manière digitalisée. C'est qu'est-ce qui est du registre du libre, entre guillemets, qui n'est pas confidentiel. Voilà. Et ça, derrière, vous parliez de RGPD. On a demain une obligation au mois de mai 2018 d'identifier chez nous un délégué à la protection des données, parce que justement son travail sera bien d'identifier cette frontière et de mettre en place des dispositifs en interne pour séparer les données. Donc là, derrière les données, l'usage de qu'est-ce qu'on va faire de nos données et des données privées, comment on va les gérer, des données confidentielles, oui, ça c'est un enjeu de demain. On a identifié chez nous. Ok. Dans les surprises qu'on a parfois sur les projets, c'est que, alors il y a des fois ça marche pas, mais il y a des fois ça marche mieux qu'on pensait. Est-ce que vous avez des petites astuces, des trucs? Alors peut-être vous, sur les réseaux sociaux, il y a des fois, on envoie une info, on pense pas que ça va réagir comme ça et c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà constaté des choses de ce type-là? Oui, alors après, les réseaux sociaux, c'est particulier. On constate une baisse du taux d'engagement de manière générale un peu chez tout le monde. C'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Il faut plus se contenter aux actions de j'aime ou de retweet ou de like comme on pouvait avoir avant, puisque maintenant les gens sont un petit peu moins disposés à, quand ils aiment du contenu, à le dire par l'intermédiaire d'un like. En revanche, ça peut se quantifier par les visites sur le site internet qui émanent des réseaux sociaux. Donc au moins, on a une manière de tracer un peu les gens et de se dire finalement le contenu que je mets sur internet, sur les réseaux sociaux, plaît quand même. Oui, il y a des astuces, il y a des trucs. C'est mon métier. Oui, vous n'avez pas de vos trucs, c'est comme les magiciens. Mais néanmoins, il y a des fois, il y a des bonnes surprises. Non, on est beaucoup dans une partie maintenant de blogging. Les gens, quand ils vont sur les réseaux sociaux, il y a tellement de contenu, il y a tellement d'informations que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des articles pertinents et qui peuvent traiter d'actualités qu'ils connaissent. Et on est beaucoup aussi maintenant sur un petit peu plus un caractère humain. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur LinkedIn ou Viadeo, mais sur des réseaux pro, on demande de plus en plus d'avoir des dirigeants ou des commerciaux ambassadeurs de la marque, donc ils se font porte-parole et par leur poste à eux, font transparaître un message de l'entreprise ou du service proposé. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore dans la tendance d'avoir par exemple Nicolas Soubanier a un compte LinkedIn, il parle GVGM au travers de ses posts. D'accord. Ça veut dire que là, il faut quand même amplifier la culture des utilisateurs, parce que c'est peut-être pas leur pratique. Non. En plus, c'est leur compte personnel, donc comment ça s'encadre? Enfin, vous avez sûrement des méthodes, des choses. Oui, pour être très honnête avec vous, souvent ce sont des comptes professionnels que nous gérons, nous, communicants. D'accord. On prend la casquette d'attaché de presse. Faut pas le dire.
Disons que c'est pas un secret. Je Non, pense je blague. certains le font eux-mêmes. Monsieur Soubanier fait partie, poste également de temps en temps lui-même ses informations. C'est pas un secret, c'est pas une Non, nouveauté non plus. Ouais. C'est courant, c'est pratique courante. Et vous, est-ce que vous avez senti quelque chose par rapport aux réseaux sociaux où les gens, finalement, vous êtes face à un public qui est large, une collectivité, souvent, elle peut être critiquée. Est-ce que vous avez mis en place des alertes, des choses comme ça, pour essayer de répondre positivement à des choses négatives, ou est-ce que ça vous sert aussi de remonter d'informations pour agir sur le terrain? Est-ce que ça, c'est aussi des changements que vous avez pu constater dans votre organisation avec, finalement, un espace ouvert de communication avec ce genre d'outils? Alors des espaces complètement ouverts de communication, de mémoire, je crois qu'il n'y en a pas au sein des 7 membres. Par contre, au travers des sites internet, etc., des réponses, des questions, oui, il y en a sur certains sites. La question des réseaux sociaux fait beaucoup de discussions en interne pour l'instant, dans certaines collectivités. Par contre, la grosse crainte derrière, c'est on a bien identifié qu'il fallait quelqu'un de professionnel derrière pour piloter. Et c'est pas un service communication, un chef de service, etc., lambda, qui peut à un moment donné gérer cette communication qui est très particulière, qui demande de la réactivité, mais aussi de la mesure dans la réponse. Oui, Donc, ça peut vite s'enflammer. Ça interroge. Pour l'instant, la solution qui est traditionnelle, c'est via les sites internet, les adresses de contact ou une petite partie blog, on va dire, très restreinte, qui peut exister sur certaines opérations particulières de travaux ou d'investissement, des opérations bien dédiées sur lesquelles c'est ouvert à la communication avec les citoyens. D'accord. Je vois que l'heure tourne. Il nous reste à peu près 10 minutes. Mon téléphone qui sonne, c'est pas bien. Dans les choses qui viennent demain, est-ce que vous avez déjà des projets, des choses que vous pensez explorer? Alors soit c'est votre métier qui change et il y a des choses sur lesquelles vous allez vous mettre parce que c'est extrêmement important. Souvent dans la transformation digitale, ça amène deux choses. Soit on améliore ce qu'on fait bien, soit on va aller chercher d'autres choses. En innovant, en développant des nouveaux services. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez? Alors nous, dans nos métiers, ce qu'il faut qu'on intègre maintenant, c'est le poids grandissant des plateformes. Et notre difficulté, c'est d'arriver à intégrer différents outils, puisqu'on a beaucoup d'outils logiciels différents pour traiter des problématiques de clients. Et il nous faut choisir, entre guillemets, les bons chevaux sur les outils qu'on va, pour le futur. Et ce qui n'est quand même pas évident. Après les autres chantiers, donc il y avait celui que j'évoquais un petit peu, trouver des moyens de communiquer mieux et d'harmoniser nos réponses aux clients, d'optimiser un petit peu nos flux en interne, via par exemple un blog ou un forum. Et puis là, on continue le travail sur la communication, le site internet, les mots-clés, pour essayer de se différencier, quoi. Et quelque part, il y a eu un petit peu de changement de réglementation avec le travail et les notions de télétravail. Vous avez des gens qui travaillent sur des dossiers. Jusqu'à présent, souvent, on ne le disait pas, mais on faisait du nomadisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a de la neige, je vais travailler de chez moi. Souvent, dans des prestations de services, on peut le faire à distance. Le changement de législation, est-ce que ça va vous entraîner d'autres formes de travail? Parce qu'on a un peu libéralisé la façon de travailler en télétravail. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre organisation? C'est une réflexion, mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans une organisation en télétravail, pour ce qui nous concerne, nous. Ouais. Après, on est aussi, enfin, si on parle de Roanne, on n'a pas de difficulté de déplacement. Il peut y avoir de la neige. Voilà, il peut y avoir de la neige, effectivement, mais on n'est pas victime des bouchons. Et, je comprends. Voilà, il se trouve qu'on a également mené un déménagement et qu'on est dans des locaux qui sont super, avec des conditions de travail qui font que c'est pas un sujet. Ouais, c'est pas un sujet pour l'instant, ouais, effectivement. Et pour vous, parce que c'est aussi des choses qui se développent, alors vous n'avez pas les mêmes règles de travail, mais il y a des demandes parfois d'utilisateurs. Et c'est proche. Le télétravail, il y a eu des tests. Il y a au moins deux ou trois collectivités parmi les 7 qui ont instauré des règles pour fonctionner en télétravail. Alors, il y a des personnes, oui, qui le font. On a mis en place doucement, entre guillemets, les outils nécessaires pour pouvoir justement travailler à distance, bénéficier des outils métiers, tout en étant chez soi, sous réserve bien sûr qu'on ait une liaison Internet. Ok, voilà. Très bien.
Eh ben, écoutez, parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, puisque l'idée aussi c'est que ça soit interactif. Est-ce que vous avez des questions particulières qui pourraient contribuer à notre débat? Madame? Oui, donc ce sera au sujet de LinkedIn. Ils recrutent pas mal et il n'y a pas beaucoup d'entreprises de Rouen qui sont dessus. Vous parlez de LinkedIn, je pense. Oui. Je pense que c'est un outil qui est très individuel. Souvent, les entreprises, elles n'ont pas forcément un compte pour elles ont un compte personnel, les salariés. Souvent, c'est une super base de CV. Quand on regarde un peu, c'est ça. C'est une base de données super intéressante. Après, en fonction de son activité, les gens l'utilisent d'une manière individuelle, mais peut-être que le dirigeant n'est pas au courant. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous avez des retours d'expérience dans ce domaine-là, Oui, je suppose. C'est ce que je disais tout à l'heure. On parlait des priorités et des choses à mettre en place. Et les réseaux sociaux sont un formidable vecteur, mais encore faut-il aller sur le bon outil et au bon endroit. Tout à fait. Voilà. LinkedIn, effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'y passent au niveau professionnel. De toute façon, pour le référencement, il vaut mieux, si vous avez une entreprise, inscrivez-vous sur LinkedIn quoi qu'il arrive, puisque vous profiterez du référencement de la plateforme pour remonter dans le moteur de recherche Google. Et comme je le disais, il y a effectivement 2 manières d'être sur LinkedIn, 3, mais on n'en parlera que de là. C'est d'avoir un compte professionnel, individuel, donc typiquement Amandine Pigné, mon compte à moi, et un compte dit d'entreprise, par exemple le compte du GEPARO, qui est le compte de mon employeur, donc de l'entreprise. Donc oui, il faut y être, mais il faut y être bien. Avoir un compte ouvert sur LinkedIn statique ne vous servira pas à grand-chose. Oui, c'est une question de stratégie. Voilà. À quoi ça sert? C'est ça. Et en plus, il y a des pratiques particulières, donc il faut apprendre. Oui, il y a tout un format autour de l'outil, il y a une manière de communiquer. Ce n'est pas la même cible non plus. On n'a pas le même public sur LinkedIn qu'on peut avoir sur Facebook, par exemple, ou sur Pinterest, pour en parler d'un qui est vraiment un réseau social qui est vraiment bien spécifique. Donc tout ça, je pense que de toute façon, puisqu'on est là pour parler de transition numérique, elle est de fait, je pense que tout le monde l'a en tête, puisqu'on se rend bien compte que les choses évoluent et qu'on est obligé de monter dans le train, parce que malgré tout, on y est un peu forcé quelque part. Hein. Mais il faut aussi se dire qu'avant de se jeter dans n'importe quoi, et vous le disiez très bien, faire d'abord un benchmarking, non, mais de regarder ce qui s'y passe, de prendre le temps. De regarder ce qui se fait, ce qui s'y passe, qu'est-ce que nous on peut mettre en place dans nos propres structures, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est logique, et après de le faire étape par étape pour ne pas se perdre. Oui, c'est ça, c'est-à-dire durer dans le temps, ce que vous disiez, puis c'est aussi y affecter du temps. Enfin voilà, c'est ça. Et souvent, nous, on rencontre des gens qui pensent que ça va être simple, le e-commerce c'est facile, tout le monde en vend, tout le monde en fait, mais effectivement, il faut affecter des personnes à ça, et aussi prendre les règles, les bonnes pratiques. Juste pour dire, c'est effectivement y affecter du temps, des moyens. Là, nous, le projet qu'on veut développer sur notre territoire, on double en fait les effectifs. Doubler les effectifs, voilà, ça a un coût. Dans une période de restriction. De restriction budgétaire, sur 4 ans, s'engager sur doublement des effectifs pour piloter la transformation de nos métiers, c'est non négligeable et c'est un vrai engagement sur des collectivités concernées. La question qui tue, c'est du coup, vous mesurez un ROI, où on vous demande un retour sur investissement, comment ça se passe, ça vous fait rire aussi. C'est forcément venu dans la discussion. C'est difficile à mesurer parfois, enfin, même si tout se mesure sur le web, il y a des fois, c'est difficile. Quoi. Je vous remercie, vous avez fait exactement la réponse que j'ai pu faire moi aux dirigeants, à nos élus, ils nous demandaient un retour sur investissement. Et la réponse, c'est attendons d'arriver déjà à mettre les premiers outils et après on regardera quels gains on a. Les gains, c'est des gains d'efficacité, c'est des gains de personnel. Il faut le dire, à un moment donné, les métiers vont changer, donc on n'aura plus le même nombre de personnel pour faire le travail, pour rendre le service aux citoyens, ou de la rapidité, de la qualité de service, de l'interactivité plus... Il faudrait mesurer avant-après, mais c'est souvent difficile. Donc souvent les gens ont une réflexion par rapport au numérique, comme c'est souvent un poste de coût. Or, c'est souvent un facteur d'amélioration et de performance. Quoi. Et ça, c'est la première transformation numérique pour moi. La deuxième, peut-être, c'est l'innovation, aller développer des nouveaux services. Mais là, on change le cran, quoi. C'est souvent plus difficile. Donc, tout ce qui est objets connectés, etc., systèmes connectés, intelligence artificielle, etc. Enfin, il y a sûrement plein de choses à faire, parfois un peu moins abordables.
mais qui peuvent avoir du sens pour une entreprise pour aller conquérir, se différencier, conquérir de nouveaux marchés, apporter un service, transformer de fabricant en apporteur de solutions. C'est la grande tendance de la transformation digitale, quoi. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette conférence. Je vous remercie tous pour votre intervention. Et puis, bonne continuation numérique.